Et enfin, maintenant, on donne la parole à la dernière équipe de cette soirée. Donc, Adélie Collard, architecte, Chloé Girardon, ingénieure, et Léa Delbar, ingénieure également. Alors là, vous allez nous parler d'un projet qui a été conçu en partenariat avec l'architecte américaine Jane Gang, donc Studio Gang, pour la partie Université de Chicago, et Parc Architecte pour la partie logement. Alors, je vous présente un peu dans l'ordre inverse. Adélie Collard, donc Parc Architecte, vous êtes donc l'agence Parc qui a été fondée par Brice Chapon et Émeric Lambert. Vous avez conçu ce projet lorsque vous étiez salarié chez Parc. Vous avez ensuite monté votre propre agence, c'est l'agence Rerom, et vous suivez le chantier pour la partie logement. Ensuite, Chloé Girardon, vous êtes donc du bureau d'études Elliott, un bureau d'études de structure, façade, une filiale d'Egis. Vous êtes également donc ingénieur structure, vous avez suivi la conception et le chantier de ce projet, à la fois sur la partie logement et sur la partie université. Donc on entendra un peu l'ensemble. Et Léa Delbar, ingénieure chez Artelia, donc c'est un bureau d'études international qu'on ne présente plus. Vous êtes maître d'œuvre d'exécution sur la partie université. Alors, je vous laisse la parole justement, Léa, pour nous parler de cette université de Chicago et de l'ensemble de logements et commerces qui se situent dans le 13e arrondissement à Paris. Tout à fait. Merci Olivier, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation pour présenter donc le projet de l'îlot dit M9A sur la ZAC Masséna, Paris 13e. Vous pourrez visiter juste en sortant du RERC Bibliothèque François Mitterrand. On va vous présenter la situation en particulier, mais un mot sur l'équipe de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage qui est autour de ce projet. Donc le maître d'ouvrage ICAD, qui a porté ce projet dès la phase concours, et avec l'Université de Chicago en tant que preneur également dès la phase concours. Ils ont rassemblé une équipe mixte d'architectes français et internationaux, donc Studio Gang et Parc Architecte, et aussi une mixité de bureaux d'études avec donc Elliott et Artelia, également Egis, BTP consultant en bureau de contrôle, et AVLS en acousticien. Je vais vous les présenter un petit peu à travers de cette slide-là, c'est plus clair. Donc une équipe assez complète. On a également OLM en paysage. Et vous voyez aussi que se décline dans la phase exécution toute la mixité des partenaires avec SPI Batignolles en entreprise générale, avec des co-traitants comme SMB pour la construction métallique et Cuyer pour la partie bois. On a également l'entreprise Minéral Expertise pour les modénatures en pierre et matériaux composites en façade de l'université, mais on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est également une très belle mixité de matériaux pour une autre conférence. Pour situer le projet, donc on est dans le 13e à Paris, un petit lot carré qui en fait est au croisement de deux axes assez beaux, donc végétalisés et culturels, pour vraiment venir faire une mixité encore des usages et des perspectives et des expériences des futurs usagers des bâtiments. Le programme mix, on reste là-dessus, Université de Chicago, des logements familiaux et également un socle de commerce et d'activités à rez-de-chaussée avec une sortie et entrée de gare. On est situé au-dessus des voies qui viennent de la gare d'Austerlitz. Donc on est sur un urbanisme de dalles qui amène énormément de contraintes structurelles et qui viennent se coupler avec l'ambition de tout le programme d'usagers, mais également le programme environnemental du bâtiment, porté dès la phase concours de manière très forte par ICAD, la maîtrise d'ouvrage et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. On a donc une multitude je pense qu'il n'y a pas un seul volet qui n'est pas abordé dans ce projet en termes d'ambition environnementale.
il y a à peu près tous les labels également sur cette opération possible. Donc un résumé, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun, mais donc ce qui va nous intéresser en particulier ce soir, c'est donc la structure. Il y avait quand même un enjeu énorme autour du carbone, puisqu'on a les labels plus C- et BBCA qui étaient visés. Donc c'était en 2018 pour le concours, hein, pour situer un peu le planning, avec le label plus C- qui était vraiment en phase... qui sortait des cartons, quoi. Donc un projet très ambitieux sur cette dalle et au-dessus de cette gare. Je vais passer la parole à Chloé, justement Chloé Girardon, donc Elliot, qui était ingénieur structure sur l'opération et qui va vous parler un petit peu de toute cette complexité structurelle et qui va vous détailler tout ça. Vous m'entendez? Oui, parfait. Merci Léa pour cette présentation. Donc effectivement, comme l'a expliqué Léa, on est situé sur une dalle existante et cette dalle, elle apporte énormément de contraintes qui vont être vraiment conditionnantes pour notre conception et le fonctionnement structurel du bâtiment, que ce soit d'un point de vue global ou d'un point de vue plus local. Donc cette dalle existante, en réalité, il s'agit plutôt de 3 dalles qui sont situées donc au-dessus de la gare RER Bibliothèque François Mitterrand et des voies de train, puisque ces dalles sont séparées par des JD. Sur cette dalle, dès le concours, on nous a donné un cahier des charges sur lequel des positions d'appui étaient imposées. Comme on peut le voir sur l'image, donc ce sont tous ces gros points roses. Donc on voit sur la partie de droite, la dalle de droite, on a des points qui sont relativement bien répartis, qui sont espacés tous les 5-6 mètres. En revanche, sur la partie à gauche, on en a beaucoup moins. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on a des points d'appui qui sont séparés plutôt de 16 à 17 mètres. Voilà, ce qui n'est pas forcément une échelle classique pour du bâtiment. Et puis, par point d'appui, on va avoir des charges maximales qui sont, elles aussi, imposées, qui ne sont pas forcément uniformes. Donc, chaque point d'appui a sa charge maximale qu'il va falloir respecter lors de la conception du projet. On a aussi d'autres contraintes donc, qui sont liées au fait qu'on est situé au-dessus d'une gare. On a des trémies de désenfumage qui existent, qu'il faut conserver, et donc il faut, à des zones déjà imposées, prévoir qu'on aura des noyaux béton qui vont monter jusqu'en haut et qu'il va falloir porter, et qui auront aussi un impact architectural. Comme on est au-dessus d'une gare, il y a des trains qui passent, on va avoir aussi des sujets vibratoires pour transmettre ces vibrations au bâtiment. Et puis, comme l'a dit Léa, on a des objectifs environnementaux qui sont vraiment ambitieux, et notamment aussi sur le carbone. Donc c'est un des objectifs qu'on aura en tête. Donc, ce site contraint, ça signifie plusieurs choses. La première, c'est qu'on va devoir faire une conception structurelle qui va suivre, enfin en tout cas permettre de réaliser le projet architectural, mais il va falloir aussi l'adapter pour venir la poser sur cette dalle. Et en plus de ça, comme on a donc toutes ces nuisances vibratoires liées au contexte ferroviaire, il va falloir trouver un moyen de créer une coupure et d'isoler la structure de la dalle pour ne pas transmettre les vibrations. Sur les images que vous voyez là, je pense que, enfin, notamment celle de droite, illustre assez bien l'exemple de comment on est dans un milieu contraint, puisqu'on va avoir donc en face chantier la grue, mais qu'on ne peut pas poser sur la dalle. Et donc, on va créer une sorte de pont transitoire, pont provisoire, qui va relier des points d'appui sur lesquels, effectivement, on peut descendre les charges de la grue, et on va poser la grue sur ce pont provisoire pendant toute la phase chantier. Donc, face à toutes ces contraintes, il a fallu trouver des réponses techniques. Et le parti pris, ça a été de pousser la conception mixte à son optimum et aussi loin qu'on le pouvait. Donc ça veut dire qu'on vient tirer, d'une certaine façon, le meilleur parti de chaque matériau en cherchant un optimum d'efficacité structurelle, mais aussi d'efficacité carbone, d'efficacité économique, et à chaque fois se poser la question:
quel est le meilleur matériau qui pourra répondre à la contrainte et aux problématiques rencontrées. Donc l'un des premiers choix, ça a été d'utiliser du bois en superstructure et de le généraliser autant que possible, puisque le bois sera très léger et aura un meilleur bilan carbone, enfin en tout cas diminuera le bilan carbone du bâtiment. Pour nous, c'était aussi important de le généraliser sur toutes les dalles, parce que finalement, les poteaux-poutres, ça fait un certain volume, mais les dalles, c'est un volume encore plus important, donc c'était important d'avoir également des dalles en bois. Pour les niveaux de reprise, comme vous avez vu sur la slide précédente avec tous les points roses, on a en fait identifié deux zones. On a une zone avec des espaces entre points d'appui qui sont relativement réguliers, qui sont espacés de l'ordre de 5 à 6 mètres. On avait pas mal de charges à reprendre, mais finalement, vu les portées, ce qui fonctionnait le mieux et qui était le plus efficace, c'était de faire un niveau de reprise en béton. En revanche, sur la partie au-dessus de la gare, où on a des points d'appui qui sont espacés de 16 à 17 mètres, on est plutôt sur de l'ordre du franchissement, donc c'est un bâtiment, presque un bâtiment en pont, et là, on a plutôt choisi l'acier. Donc, en fait, ce projet, il fonctionne en quelque sorte par couches structurelles qui remontent des niveaux de reprise, des niveaux de coupure vibratoire, etc. Et donc, je vais essayer de vous présenter le fonctionnement global de ce bâtiment en montant, pareil, couche par couche, le bâtiment. Donc là, initialement, cette première image, c'est la dalle CEMAPA existante en béton armé. À ce moment-là, on a juste la grue dessus. Et ce que vous voyez, c'est l'édicule de la gare qui reste ouvert pendant tous les travaux. Sur cette dalle, on vient poser des poteaux, donc des poteaux béton ou des poteaux acier. Et comme vous le voyez, la partie acier, elle est au-dessus de la gare, donc il y avait un enjeu majeur aussi à l'utilisation de l'acier, c'était que ça permettait un montage vraiment rapide et donc d'intervenir pas trop longtemps au-dessus de la gare où il y avait encore des usagers tous les jours qui prenaient le train. Une fois qu'on a monté donc ce premier niveau de reprise, on installe notre coupure vibratoire. Donc on vient disposer régulièrement des boîtes à ressorts sur lesquelles on vient poser un nouveau niveau de reprise. Un nouveau niveau de reprise en acier et qui est assez conséquent parce qu'il doit reprendre donc tous les porteurs verticaux, c'est-à-dire les poteaux bien sûr, mais aussi les cages d'ascenseur et les cages d'escalier, et en plus être suffisamment raide pour limiter les déformations et ne pas avoir un bâtiment qui bouge. Une fois qu'on a posé tous ces niveaux de reprise, on vient monter la superstructure. Donc ce sont des poteaux et des poutres en bois lamellé collé, des portées de l'ordre de 5 à 6 mètres, des planchers bois en CLT, et puis on monte jusqu'en haut. Alors sur l'université, on a des dalles, des toitures terrasses en béton armé parce que ce sont des terrasses qui sont vraiment très végétalisées. Sur la partie logement, on en a qui sont en CLT. Elles sont végétalisées aussi, mais un peu moins, donc on avait un peu moins de charge. Et donc finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que le fonctionnement gravitaire, il marche de façon très hybride, puisqu'on va avoir des charges qui partent ou du bois ou du béton, qui descendent dans l'acier, dans les boîtes à ressorts, à nouveau dans l'acier, qui descendent jusqu'à la dalle, et puis ensuite les appuis à peau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la dalle existante, on la mobilise vraiment à 100% de sa capacité. Chacun des points d'appui est mobilisé à 100%, c'est-à-dire que toute la conception, quand on parle de choisir le bon matériau au bon endroit, on l'a vraiment poussé à l'extrême. On n'aurait pas pu être plus lourd. Chaque élément en béton ou en acier qu'on a choisi de mettre, c'était parce qu'il était utile et parce qu'il était plus efficace, et que si on regardait sur l'ensemble des critères, c'est-à-dire structurel, carbone et économique, c'était le meilleur matériau. Le fonctionnement, donc, c'était le fonctionnement structurel vertical. On aurait pu se limiter à ça, mais en fait, on a aussi choisi d'avoir un comportement mixte ou hybride dans le fonctionnement structurel horizontal. Ça veut dire qu'on va avoir des efforts de vent qui s'appliquent à la façade, qui vont traverser les diagrammes CLT, qui vont descendre via les noyaux en béton, eux posés sur les noyaux de reprise, sur les poutres de reprise, et qui transfèrent via les boîtes à ressorts les efforts horizontaux aux
aux portiques acier qui redescendent jusqu'à la dalle béton et aux fondations. Donc finalement, en fait, sur le fonctionnement global, c'est un projet qui est très mixte parce qu'on a les efforts qui vont passer par tous les matériaux, que ce soit dans leur fonctionnement vertical ou dans leur fonctionnement horizontal. Pour faire ça, un des enjeux majeurs, c'est de vraiment comprendre et modéliser de façon fine les raideurs relatives entre les différents éléments structurels, et d'autant plus dans notre cas où on a besoin de fiabiliser une descente de charge et d'être certain qu'elle est très précise, et donc d'avoir bien compris comment aller cheminer les charges à travers les différents éléments. Donc ça veut dire à la fois modéliser correctement les raideurs intrinsèques des matériaux, comprendre aussi quelle est leur raideur de connexion et comment on va transmettre, avec quelle raideur et quels efforts on va transmettre d'un matériau à un autre, mais aussi arriver d'une certaine façon à jouer un peu avec ces raideurs, parce que quand on a commencé le projet, on avait certaines zones qui étaient très raides, qui attiraient beaucoup de charges, d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et or, on avait besoin de répartir toutes nos charges sur cette dalle, puisqu'on ne pouvait pas décider de tout d'un coup mettre plein de fondations à un endroit et beaucoup moins à un autre. Donc, on a eu un travail itératif assez long, dans lequel on a ajusté nos raideurs, on a déplacé des éléments, rajouté un petit morceau de voile ici, ou déplacé un poteau à un autre endroit, pour arriver à fiabiliser notre descente de charge et à avoir une répartition assez uniforme sur la dalle. Donc, je vous avais fait une première présentation un peu générale du fonctionnement mixte global du bâtiment, mais en fait, à l'échelle de l'élément, on a essayé de pousser aussi cette réflexion et de choisir à chaque fois le matériau qui sera le plus efficace. Donc, j'ai pris 3-4 exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qui me semblaient intéressants aujourd'hui. Donc, le premier, c'est les balcons filants. Donc, sur tous les bâtiments des logements, les futurs habitants auront la chance d'avoir de nombreux balcons. Mais du coup, pour encastrer ces balcons sur le bois, c'est pas forcément très évident et c'est pas tout le temps le plus efficace, parce que ça voulait dire des poteaux bois assez épais, des très très grosses ferrures, à se demander si finalement on n'avait pas plus d'acier que de bois dans nos poteaux. Donc, les poteaux sont devenus des poteaux en acier, mais uniquement les poteaux qui sont au droit des balcons. Tous les autres restent en bois, il n'y a pas besoin d'acier dans ce cas-là, sur lesquels donc, toutes les ferrures sont intégrées, et notamment aussi, on vient fixer des rupteurs de pont thermique. Ça veut dire qu'on va avoir des balcons qui transmettent un moment d'encastrement, qui est transmis à travers les rupteurs via les tiges, aux poteaux, et qui ensuite est stabilisé par les diaphragmes en CLT, et ça nous permet d'assurer un comportement fonctionnel mixte entre ces différents éléments. Il y a un autre sujet qui a été important sur ce projet et sur les bâtiments des logements. Alors, ce n'est pas forcément directement de la mixité acier, mais finalement, un bâtiment bois, c'est quand même souvent un bâtiment mixte, et c'est un sujet, je pense, qu'on trouve souvent, et quelque chose qui se fait très peu en France, c'est-à-dire des réservations dans les poutres bois. Notamment en logement, on a des hauteurs de complexe qui sont limitées, et on a des réseaux de fluides qui passent. Donc déjà d'avoir un encombrement qui est important parce qu'on a du bois, c'est un peu toujours le cas quand on a du bois, mais en plus de ça, avoir les fluides qui passent, ça faisait des hauteurs de complexe importantes. Donc, sur tout l'ensemble des logements, on a des réservations pour faire passer les réseaux de fluides. Et ces réservations, elles ont été justifiées par le calcul, elles ont été renforcées par des tiges filetées, et donc elles ont été mises en œuvre. C'est quelque chose qui existe assez couramment chez nos voisins européens, mais qui reste vraiment très très rare en France. Sur ce projet, on a aussi un certain nombre de structures spéciales, notamment sur le bâtiment de l'université. Donc c'est un bâtiment qui est très qualitatif et sur lequel il y a certains éléments qui sont emblématiques, et notamment ce qui est appelé le campus vertical. Donc, c'est-à-dire que c'est une grande cage d'escalier au centre du bâtiment qui fait campus et qui va relier tous les espaces et qui est surplombé par des sheds avec de la lumière donc, qui entre et qui éclaire cet espace de rencontre dans l'université. Et donc pour cet espace qui est vraiment emblématique, il y avait une volonté de légèreté visuelle, d'avoir aussi pas trop d'encombrement pour pouvoir laisser passer la lumière, pour laisser l'espace et limiter au mieux la structure.
Et donc pour ces éléments très particuliers, on a aussi choisi de créer une structure acier qui vient être intégrée dans un bâtiment en bois. Et puis enfin, un autre point qui peut paraître évident, mais en fait qui est important, c'est sur l'université, il y a certaines zones sur lesquelles on a des portées plus importantes. On a un amphithéâtre, on a une salle de concert. Et dans ces zones, finalement, les poutres bois n'étaient pas forcément les meilleures. On a des portées de 12 mètres, voire un peu plus. Et on reste sur des hauteurs structurelles qui doivent être de l'ordre du bâtiment de bureau, un peu plus haut, mais c'est tout. Donc on a choisi, pour ces éléments principaux, de les passer en acier, mais on a bien gardé tout le reste, tout ce qui n'avait pas besoin de passer en acier, on l'a gardé en bois. Donc on garde bien les planchers bois, on garde la continuité de diaphragme avec les poutres, par un détail sur les poutres acier, et on garde les poteaux bois. Voilà, donc j'ai fait un tour très rapide de la présentation de la structure du projet M9A. Et comme l'a déjà un peu dit Léa, c'était une mixité donc en structure, mais c'était aussi une mixité en façade, puisqu'on a des FOB sur tout le projet. On a notamment sur l'université des tubes brise-soleil en pierre sur des matériaux composites connectés à la structure bois par des consoles acier. Donc encore plein de mixité, mais ce sera peut-être pour un autre jour. Et je laisse la parole à Adélie pour la suite. Donc évidemment, quand le sujet du concours commence par une structure sur un immeuble de 10 étages à faire sur des voies ferrées, avec une contrainte vibratoire, des points d'appui imposés et une charge imposée, on essaye déjà de comprendre comment fonctionne l'ensemble des contraintes techniques du site. Et ensuite, on se demande comment on va faire un bâtiment de logement et une université et faire de l'architecture au milieu de tout ça. Donc c'était ce qui a été, je trouve l'expérience de ce bâtiment, de cette opération, pour un concours qui a eu lieu en 2018 et un chantier qui va se terminer là d'ici la fin de l'année. Moi, j'ai commencé, j'ai travaillé sur le concours, j'étais assez jeune. La première épreuve d'M9A, ça a été d'assimiler l'ensemble des contraintes techniques associées au site. J'en ai fait des cauchemars, je pense, pendant un petit mois, d'essayer juste d'assimiler l'ensemble des sujets. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu faire la présentation dans ce sens-là, c'est-à-dire commencer par présenter la structure et ensuite les enjeux architecturaux, parce qu'en fait, c'est presque un projet de réhabilitation, le projet de M9A. C'est un projet on a un site qui a des contraintes énormes, qui a des contraintes structurelles énormes, et comment on fait un bâtiment de logement standard, donc qui doit répondre à une contrainte de marché standard du logement à l'intérieur de ça. Donc le premier enjeu, c'est cette question du socle, en fait, et de l'intégration de cette rupture vibratoire. Donc on le voit assez bien. Donc là, c'est une coupe conjointe qui date du concours, à la fois sur l'université et sur les logements. Et on voit ce premier niveau comme ça de rez-de-chaussée qui intègre les commerces avec un double étage de structure qu'il faut ensuite intégrer en façade et qui est la rupture vibratoire. Et du coup, en façade, ça donne un effet de socle qui est presque imposé par le site, qui est aussi un sujet d'urbanisme et qui fait partie des attendus de la ZAC, c'est-à-dire que ce socle qui intègre cette rupture vibratoire, en fait, il est présent sur la totalité des bâtiments de l'Avenue de France. Donc si vous y allez, vous comprendrez peut-être la hiérarchie de ce bâtiment-là, et notamment liée à cette question vibratoire. Donc que nous, on a essayé de travailler avec cette question de l'horizontalité, et donc c'est un peu le logo qui est en démarrage. Donc sur les logements, c'est cet effet de socle et cette horizontalité qui vient se répéter comme ça à tous les niveaux, avec les balcons filants
qui sont une réinterprétation aussi des balcons haussmanniens. Sur le chantier, on a fait faire des photos par une photographe que je me permets de citer, qui est Juliette Alexandre, qui est intervenue pendant le chantier et qui a fait de très belles photos de la construction. Moi, j'aime bien cette photo parce qu'elle matérialise bien cette question structurelle et ces enjeux. Là, voilà, on est sur un détail un petit peu particulier, donc à la jonction entre l'université et les logements, où en fait la table, le pont de l'université porte une partie de la structure des logements. Parce que sur ce projet, il n'y a pas assez de points d'appui et qui ne sont pas situés là où on en a besoin. Donc je trouve que ça traduit bien cette idée de mixité, de contraintes structurelles et de quelques moments comme ça où on se dit, en fait, là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que à ce moment-là, on ne va pas pouvoir contraindre et faire rentrer au forceps le projet, les surfaces dans les contraintes structurelles. Il va falloir qu'on invente quelque chose d'autre. Et ben voilà, on invente ce genre d'appui parce que on n'a plus le choix de respecter la contrainte du site. Une petite illustration aussi de ces contraintes structurelles. Donc là, c'est un plan de niveau, enfin un plan d'étage courant. Donc on voit bien les enjeux du site là-dessus. Donc il y a cette charpente comme ça qui monte du sol. Donc ces points qui sont situés sur une trame pas tout à fait régulière, liée aux points d'appui initiaux, et qui en fait est plus ou moins décorrélée des aplombs de façade, des circulations, des noyaux, et donc on se retrouve avec cette charpente comme ça qui monte du sol vers le ciel, et le logement ou l'université qui essaye de s'insérer au milieu de ces points d'appui. Sur l'université, donc à gauche c'est l'université et à droite c'est les logements globalement, on a deux stratégies différentes. Sur l'université, la stratégie de table de répartition qui permet après de retrouver une structure plus ou moins adaptée au projet. Sur les logements, on n'est pas du tout sur un projet type tertiaire avec les budgets qui vont avec. On est sur un projet de logement avec des budgets particulièrement contraints. Donc, en fait, la table de répartition, il n'y a pas vraiment droit, quoi. Donc là, à partir de ces points d'appui-là, on compose les logements dans une structure décorrélée de la répartition des murs, de la répartition des différents logements et de leur granulométrie. Donc ça crée des situations assez cocasses. Bon, voilà, quand un investisseur qui a l'habitude d'un logement très très classique avec des murs refaits en béton, et plutôt une construction, on va dire, traditionnelle d'il y a quelques années, et qui arrive dans un salon où il y a un poteau de 40 cm, ça crée des discussions intéressantes, voilà, sur l'origine de ces dispositions. L'origine de ces dispositions, c'est un site. C'est pour ça que je parle presque d'un projet de réhabilitation. C'est qu'en fait, là, il n'y a aucun appartement qui peut être sur une trame classique. C'est-à-dire, on est sur du logement au cas par cas, avec une habitabilité du logement qui est travaillée à la situation. Donc là, un peu, voilà, pour illustrer cette trame en fait initiale, parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que sur cette dalle CEMAPA, comme on l'appelle, au départ, quand elle a été conçue et construite, c'était des bâtiments en béton qui étaient prévus. Donc la trame des points d'appui, elle est prévue pour des bâtiments en béton, donc avec des entr'axes qui ne sont pas du tout finalement adaptés à la construction bois. Donc en faisant le choix de poursuivre cette structure du sous-sol au ciel, on fait le choix aussi d'avoir une structure en bois qui est particulièrement imposante.
avec des portées relativement imposantes pour du bois aussi. Donc ensuite vient, donc c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais pour en parler rapidement, donc il y a cette dualité entre l'université et les logements. L'idée étant que l'université de Chicago travaille en façade l'idée de la pierre parisienne, donc avec un traitement en pare-vue, enfin en pare-soleil, avec des pierres de Saint-Maximin. Pierres de Saint-Maximin. Et sur la partie logement, être plutôt donc du fait de cette structure en ossature et de cette structure mixte, d'ossature décorrélée du sujet de façade, qui finalement rappelait plutôt les architectures de Chicago, de structures métalliques avec façade en céramique. Donc d'aller plutôt rechercher de notre côté la question de la terre cuite. Dans ces enjeux de façade, donc là on est sur une photo du prototype de façade avec la jonction entre la partie université et la partie logement. Donc là aussi une mixité de matériaux. La façade en terre cuite à un moment est confrontée à une double question de poids physique et de poids carbone. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une façade en terre cuite sur tout le bâtiment ? Eh bien non, c'est trop lourd. Donc voilà, donc on a une face, enfin c'est trop lourd sur les deux plans d'ailleurs. C'est trop lourd sur le plan carbone et c'est trop lourd sur le plan physique du poids de la façade. Donc on a une mixité de façades, donc une façade qui est à la fois en terre cuite avec des éléments de modé nature qui viennent intégrer les descentes pluviales, voilà, et des parties de façade qui viennent s'ajouter à cette terre cuite en équitone, donc avec un bilan carbone beaucoup plus intéressant. Et des menuiseries bois qui, comme je vous le montrerai après, sont le seul élément de bois visible en façade finalement, parce que le bois en façade est proscrit par la ville de Paris. Et à cette hauteur. Et je vais finir sur ce détail qui, je pense, synthétise bien notre travail en tant qu'architecte sur ce projet, parce qu'il traduit l'ensemble, enfin, à mon sens, il traduit l'ensemble des contraintes qu'on a eues sur ce site. Donc, une mixité de matériaux. Donc, là, on voit bien la poutre métal qui vient être complétée par les planchers en bois, le mur ossature bois qui arrive dessus, mais qui a un écran feu, parce qu'on est à une certaine hauteur et que du coup, à cette hauteur-là, les risques de feu est particulièrement important. Faut savoir que au milieu du projet, nous, on a subi un peu de plein fouet la nouvelle doctrine bois qui nous a demandé d'encoffrer la totalité de nos ouvrages en bois pour les risques d'incendie. Et après, donc, en tant qu'architecte, voilà, comment on travaille l'habitabilité du logement, son exceptionnalité dans un site sur l'avenue de France avec des vues magnifiques sur Paris, donc la création de balcons qui viennent en débord du projet, donc avec une structure métallique dont Chloé a parlé, qui est un petit ouvrage en soi, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet d'accrocher des balcons sur un bâtiment en bois, mais en même temps on était, c'était impensable de proposer des logements qui n'aient pas du tout d'espace extérieur. Donc on a ce défi qui s'impose à nous. Et la possibilité, parce que c'est aussi quelque chose qui est quelque chose qu'on travaille beaucoup, enfin que l'agence Parc Architecte travaille énormément, cette capacité à moduler son environnement et donc à pouvoir gérer un peu son climat intérieur, et c'est un peu le rôle de la façade, donc gérer le climat,
pouvoir gérer cette relation entre intérieur et extérieur avec des volets en bois qui font aussi office de persiennes et qui viennent fermer cette façade qui est particulièrement vitrée. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation, ce beau projet, alors fait avec 3 voix qui était très intéressant d'avoir vos points de vue différents. Et alors on voit pas d'image, je sais pas si vous avez une petite image là pour voir un peu la vue d'ensemble, mais ça fait une composition assez audacieuse entre ces deux usages qui sont pas du tout les mêmes. Et cette grande mixité. Voilà, cette photo, effectivement, vous avez raison, cette photo, elle résume vraiment tout de ce projet. Cette contrainte du site imposée avec une élaboration, une conception qui date d'il y a 20 ans, où tout était en béton. Et donc, vous avez dû faire preuve de grande créativité pour faire ce bâtiment de logement et d'université particulièrement réussi. Bravo à cette belle équipe.